Nous fêtons Degas et Valéry, nous fêtons la littérature et la peinture. Une fois n'est pas coutume, depuis quelques années, le musée d'Orsay avait un peu oublié que les écrivains avaient joué un rôle actif, voire crucial dans l'histoire des idées, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire tout court. Et cette exposition passionnante nous donne l'occasion non seulement d'évoquer ce grand poète qu'est Paul Valéry, cet immense artiste qu'est Edgar Degas, mais aussi, d'une certaine manière, la famille qui a rendu tout ça possible. C'est-à-dire la famille Roire, vous le savez déjà, puisque c'est grâce au Roire que Paul Valéry accède à Degas en 1896 et caresse, voire met en œuvre le livre qui est au centre de l'exposition de Marine Kiesel et Léla Jarboy, c'est-à-dire Degas dans ce dessin. Sans cet intermédiaire, sans ces intermédiaires qu'ont été les fils d'Henri Roire, ce livre n'aurait sans doute pas vu le jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir et le privilège ce soir d'accueillir au nom de cette maison, au nom de Laurence Descartes, Jean-Marie Roire, qui a beaucoup écrit sur cette histoire que je viens de résumer en quelques mots, et avec lequel nous allons précisément évoquer ce monde, car c'est un monde, d'où est sorti ce livre, qui est resté fameux jusqu'à aujourd'hui, mais également, au fond, d'autres histoires, d'autres aventures sans lesquelles la peinture et la littérature de la fin du XIXe siècle et du premier XXe siècle n'auraient pas été les mêmes. Alors, il faut dire d'abord un mot, avant de parler de vous, cher Jean-Marie, il faut dire quand même un mot de la présence aussi des Roire dans nos collections. Vous en direz un mot, puisque évidemment, la collection d'Henri Roire, la collection d'Ernest Roire et de Julie Manet sont présentes dans les collections d'Orsay. Je pense à un célèbre tableau de Daumier, je pense à un grand pastel de Millet, je pense bien sûr à des tableaux importants de Manet, et notamment le portrait de Nina de Callias, offert en 1930 par Julie et Ernest à l'État français, 2 ans avant la célébration de Manet au musée de l'Orangerie, si ma mémoire est bonne, en 1932. Et il faudrait citer d'autres tableaux, d'autres pastels, d'autres dessins qui ont constitué cette présence des Roire dans nos collections, sur nos murs et dans nos esprits. Et il faudrait également parler de la façon dont vous-même, Jean-Marie Roire, vous avez, à travers vos livres, entretenu cette mémoire, à travers vos romans, à travers également votre carrière dans le monde de la presse, à travers votre présence également dans le monde des musées et des expositions, et puis aussi à travers 2 livres par lesquels il faut peut-être commencer, Une famille dans l'impressionnisme, Une jeunesse à l'ombre de la lumière, 2 livres d'ailleurs qui seront là, présents au sortir de cette salle et que vous pourrez dédicacer à ceux qui le souhaitent après notre petite causerie. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par évoquer ces 2 livres parce que ce sont 2 livres très particuliers dans lesquels vous interrogez votre propre destin, votre volonté de fuir la peinture et au fond la nécessité pour vous d'y être revenu à travers l'évocation de cette famille incroyable. Merci Serge. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ça va. Merci cher Stéphane Guégan, qui est à la fois un grand connaisseur de l'art et en même temps un écrivain, ce qui est vraiment l'idéal pour être... D'ailleurs, ce qui va être plus intéressant, ce sont les questions plutôt que les réponses. Mais je voulais vous dire que c'est vrai que pour moi, c'est toujours émouvant de me retrouver au musée d'Orsay ou à l'Orangerie, puisque je retrouve des tableaux, vous en avez cité beaucoup, mais moi, curieusement, ce qui me parle le plus, dont je me souviens très très bien, c'est le portrait de Julie au chat par Renoir, parce qu'il était chez Julie, je l'ai connu chez Julie. Le portrait de Berthe Morisot en deuil par Manet, parce que vous savez qu'il est arrivé quelque chose de petite mésaventure, et ce qui montrait le côté sympathique
de cette famille, c'est-à-dire ce côté bon enfant vis-à-vis des grandes œuvres. Il était, je m'en souviens très bien, dans la salle à manger, sur la desserte au-dessus de la corbeille à pain, et il y avait le portrait de Berthe Morisot en deuil, et à côté, il y avait la Brune au sein nu de Manet. Et à gauche, il y avait les instruments de musique de Chardin. Et je les revois encore. Et un jour, il y a eu un anniversaire, on a ouvert une bouteille de champagne, et pan, le bouchon est parti directement sur le Manet, sur le corsage, et je vous conseille, si vous pouvez aller le voir, en vous penchant un peu, vous verrez, il est un peu boursouflé, bien préparé par le Louvre, eh bien, il reste encore des traces de cet tableau. Et ce qui montre le côté, je dis bon enfant, parce qu'avec mon cousin Yves, qui avait pas le même âge que moi, nous étions 2 fois cousins, Germain, et nous envoyions des fléchettes, des tirures à la carabine à plomb, et de temps en temps, il y avait un plomb qui arrivait malencontreusement sur les... Mais ça se passait dans une ambiance très bon enfant, grâce à Tante Julie, la fille de Berthe Morisot, la nièce de Manet. Et puis, d'un autre côté, il y a un autre tableau qui était chez mon grand-père, alors, qui était La Dame en rose, qui était chez lui, que mon grand-père regardait jusqu'à la fin, avec le pont de San Bartholoméo, qui lui n'est pas resté en France, est parti de Corot, et mon grand-père les gardait, et je me demande si ça ne lui servait pas un peu à draguer, parce que c'était un vieux dragueur, et il emmenait toutes des jeunes femmes, et des femmes un peu moins jeunes, il leur montrait, alors il rêvait de les coucher sur leur... Enfin, elle rêvait d'être couchée sur leur testament, et en attendant, je crois qu'elle subissait le harcèlement de cette espèce de faune très sympathique qu'était mon grand-père. Alors, je veux vous dire, c'est vrai, je me suis mis sur le tard, c'est-à-dire que ça correspondait au moment où je suis rentré à l'académie, ce qui doit prouver qu'on a un petit peu un coup de vieux. Je me suis dit, tiens, si je parlais aussi de ma famille. J'en avais jamais parlé. Et là, j'ai écrit, en effet, un livre, Une jeunesse à l'ombre de la lumière, qui a eu la chance de plaire à mon éditeur, qui m'a dit, et si on faisait une édition illustrée? Et ça donnait Une famille dans l'impressionnisme, voilà, qui est un livre où on met des photos, des reproductions de tableaux sur un texte. Alors, bien entendu, il faut regarder surtout les images. Le texte est beaucoup moins bon que les Degas, que les Manet, que les Renoir, que tous les tableaux extraordinaires. Alors, je vais vous dire un mot peut-être de l'ambiance de cette famille, parce que c'est une famille un peu particulière. Et d'ailleurs, mon premier souvenir, ça a été enfant, de me retrouver, même pas enfant, bébé, d'avoir une lumière à peu près un peu comme celle-là, une lumière aveuglante, et un espèce de malade qui était là en train avec un crayon qui faisait mon portrait, qui était mon père. Et c'est mon premier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce malade mental qui est là en pleine nuit à faire mon portrait? Et par la suite, ça n'a pas cessé, parce que dans cette famille, quand on est au Ménil, il y avait à la fois, je n'ai pas connu Ernest, mais il y avait Julie qui faisait votre portrait, il y avait mon père. Enfin, dans cette famille, il n'y avait que des peintres. Et non seulement il n'y avait que des peintres, mais dans les conversations, on ne parlait que de peinture. Alors, quand on ne parlait pas de Manet, de Renoir, de tous les amis de la famille, de Berthe Morisot, eh bien, on parlait de tous les amis des impressionnistes, de Gauguin, et puis quand on avait cessé, on parlait de Velázquez, de Goya. C'était incessant. Et quand vous passiez à table, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas... Tout avait été réquisitionné, il y avait... les pommes étaient réquisitionnées, plus de poires, tout ça, ça faisait des natures mortes. Et donc, ça devenait un peu insupportable. C'était une espèce de monomanie. Et le samedi, mon père me disait, tu as été sage cette semaine, alors je vais t'emmener au Louvre. Alors je dis, oh non, surtout pas le Louvre. C'était insupportable. C'est pourquoi j'ai eu ce désir de fuite dans les romans. C'est pour ça que j'ai vraiment pas parlé de cette famille. Je ne dirais pas que je pouvais pas l'avoir en peinture, ça serait bon. Mais c'est vrai que j'avais fait une réaction. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de complètement différent. Je vais devenir écrivain. Et puis, un jour, il y a une dame qui est venue me voir, qui me dit, vous croyez avoir fui votre famille, mais dans vos livres, il y a surtout des portraits et des paysages. Je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais pas pu y échapper, et donc j'étais resté complètement, finalement, dans cette... Et je suis content d'avoir pu, à ma manière, poursuivre dans ce domaine artistique, avec, hélas, un talent beaucoup plus faible, mais par d'autres moyens. Ici même, il y a quelques jours, Henri Loiret rappelait que quand il a débuté et quand il s'est intéressé à Degas, jeune homme, il a pu rencontrer les derniers témoins.
Vous aussi, vous êtes le dépositaire d'un héritage vivant. Vous avez connu Julie, vous avez vu votre grand-père Louis, ce qui donne un poids considérable aux 2 livres que vous venez d'évoquer. Et évidemment, dans votre écriture, dans votre univers romanesque, passe aussi cet héritage. C'est sans doute plus à nous de le dire qu'à vous, mais on retrouve d'une certaine manière, une certaine lumière, un certain humour caustique, un certain rapport à la France, à l'histoire de France. Tout ça est présent dans vos livres. Mais nous ne sommes pas là pour en parler, hélas. Bien que on peut peut-être l'annoncer à vos lecteurs dans quelques semaines, un nouveau roman paraîtra dans La Blanche chez Gallimard. Non, nous sommes là pour parler de vos aïeux, nous sommes là pour parler de cette parentèle extraordinaire, en commençant par le commencement, c'est-à-dire par Henri, l'arrière-grand-père, l'un de vos arrière-grands-pères, parce qu'on ne parle que d'Henri Roire, mais il faudrait aussi parler de la famille Leroll, vous en avez parlé vous-même, mais ce soir, c'est sans doute plutôt la famille Roire qui va nous retenir. Henri Roire, et peut-être d'ailleurs que vous pourriez commencer Ladies First, peut-être par parler de votre arrière-grand-mère, puisque elle a créé d'une certaine manière le lien qui vous lie vous-même à Bonaparte, à Napoléon, deux personnages, oserais-je dire, qui vous sont chers, parce qu'elle était Jacob Desmalter. Oui, c'était la petite fille donc de l'ébéniste Jacob Desmalter. Et c'est vrai que moi, dans ma jeunesse, chez mon grand-père, partout, il y avait des meubles avec des sphinges et des mosaïques. Je me souviens même qu'à un moment, j'avais voulu démonter une mosaïque. Évidemment, ça n'a pas été très bien vu. Et il y avait tous ces meubles tout à fait étonnants qui montraient cette alliance déjà avec donc les ébénistes, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, qui lui-même était donc s'était lancé à Polytechnique. Il faisait des études de mathématiques. Il était entré à Polytechnique, et en même temps qu'il était qu'il est entré à Polytechnique, il suivait les cours de Millet et de Corot. Et ça a été très très important. Mais il y avait un lien avec l'artisanat par son épouse, en effet, ce lien très proche. Et je dois dire que cet arrière-grand-père, c'est vrai que c'est un peu un phénomène. Et nous, quand nous étions enfants, avec mon cousin Yves, on nous emmenait au musée des arts et métiers en nous montrant les inventions d'Henri Roire. Parce qu'il avait inventé un modèle de bicyclette, il avait inventé des moteurs à explosion, il avait inventé le fameux pneumatique, vous savez, ces pneumatiques qu'on envoyait et qui existent encore, je crois, au bon marché. Il avait inventé le système de réfrigération de la morgue. C'est pas très gai, mais ça avait fait une énorme fortune. Et puis finalement, de cet argent, il l'avait transformé en œuvre d'art. Et voilà. Et puis, il y avait chez lui, c'est en effet ce don qui s'est peu retrouvé, je dois dire, dans la famille. Je crois que plus personne n'a fait Polytechnique dans la famille, et tout le monde est nul en maths. Enfin donc voilà. Et c'est assez curieux parce que lui, évidemment, il avait non seulement ces dons-là, mais en même temps le don de la peinture, puisqu'il a fait une œuvre de peintre. Et il a collectionné avec Degas. Et ça, c'est ça, évidemment, la rencontre. Il était en classe avec Degas, mais j'étais vu comme ça, il n'avait pas eu un lien très fort. Et c'est au moment du siège de Paris, Henri Roire dirigeait une batterie, et Degas était simple soldat, et ils se sont rencontrés. Et alors là, ça a été cette amitié extrêmement forte, au point que Degas disait « Les Roires sont ma famille en France ». Voilà, et ils ont collectionné ensemble, ils allaient chez le père Martin ensemble pour examiner des toiles. Il y a très souvent des lettres de Degas qui dit à Henri Roire, viens, je voudrais acheter un tableau, mais je voudrais ton avis, l'expert, enfin voilà. Et c'était réciproque, chacun, voilà. Alors, il y a évidemment sur l'amitié entre Henri Roire et Degas beaucoup d'anecdotes. Vous savez, à un moment, il avait acquis le fameux tableau Les danseuses à la barre, vous savez, avec l'arrosoir. Et puis, un jour, Degas lui a dit « Il faudrait que je supprime cet arrosoir qui est ridicule. » Et Henri Roire avait fait mettre un cadenas, parce qu'il avait déjà repris un tableau, et puis il l'avait jamais rendu, il avait effacé le tableau qui ne lui plaisait pas. Donc, Henri Roire ne voulait pas qu'il y ait le même incident qui se reproduise. Donc, il y avait des liens extrêmement forts, et dans la correspondance, enfin, on voit à quel point
ces deux hommes s'entendaient sur ce caractère, si vous voulez, cette folie de la peinture. Enfin, c'est un amour extraordinaire de la peinture. Et puis, bien sûr, ça a donné toutes les expositions impressionnistes où Degas et Henri Roy a en partie financé les expositions. Il est présent dans les expositions, au milieu des autres. Avec ses tableaux. Et puis à un moment... Berthe Morisot est là aussi, voilà, on en parlera plus tard. Oui, Berthe Morisot est présente. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, peut-être chez Henri Roy, dans son parti de collectionneur, c'est de voir à quel point il a eu non seulement cette prescience et ce goût pour les impressionnistes, pour Manet, c'est un des premiers acheteurs de Manet, il avait 3 Manet, ça a été aussi pour Gauguin, il était un des premiers acheteurs, un des seuls acheteurs de Manet, avec Henri Leroll d'ailleurs, et puis pour des peintres qui à ce moment-là n'avaient pas comme Scapin, le fameux Crispin Scapin, bon, les de Daumier. Daumier à ce moment-là n'était pas du tout reconnu comme peintre, il était connu comme caricaturiste, et lui a deviné, il a le sentiment, voilà. Mais en même temps, il collectionnait beaucoup d'œuvres du passé. Enfin, c'était pas un homme qui cherchait je vais employer un horrible mot, la modernité, mais c'est un homme qui avait compris que les impressionnistes étaient des classiques. Oui. Vous savez, et moi j'aime beaucoup la phrase de Proust qui dit, c'est vrai, c'est de la blague cette histoire de moderne, tous les grands artistes sont des classiques. Mais seulement on ne le voit pas, et on ne le voit qu'après. Et c'est vrai que maintenant, Degas... et d'ailleurs, sur Degas et Henri Roy, la dernière anecdote tient à la mort d'Henri Roy, quand on a vendu Les Danseuses à la barre. Il y a un journaliste qui s'est approché de Degas, puisque ça fait une somme colossale, c'était la somme la plus importante de la collection. C'était en 1912, 450 000 francs or, une somme, je suis incapable de vous dire combien, mais c'était très énormément. Et on a dit à Degas, alors vous êtes content, maître? Et alors Degas, regardez, il était un peu grincheux, il a dit, je pense que celui qui a peint ce tableau n'est pas un imbécile, mais que celui qui a acheté ce prix-là est un con. D'ailleurs, vous parliez de Proust, mais Proust s'intéresse à la vente de 1912. Oui. Et il va écrire après. Jacques-Émile Blanche écrit un texte fracassant sur cette vente de 1912. Proust y fait référence. Et Proust, vous voyez dans la collection de l'hôtel particulier de la rue de Lisbonne, qui est derrière nous, vous voyez l'accrochage à touche-touche chez Henri Roy. Passionnant. Il faudrait presque une séance pour montrer comment il accrochait sa collection. Proust voyait là une sorte de panthéon du génie français. Je ne pense pas qu'il ait accédé à la rue de Lisbonne du temps de votre arrière-grand-père, mais à travers Blanche et à travers la vente, dans sa il a compris ça. On voit qu'à chaque fois, il dit il faut que j'aille voir la collection, parce qu'elle était ouverte je crois que c'est tous les mercredis, ou un jour par mois, je ne me souviens plus. Elle était ouverte et on pouvait la visiter. Et Proust, qui à ce moment-là était plongé dans son œuvre, dit très souvent à ses amis, à René Aldohard, il faut que j'aille voir la collection, il faut que j'aille voir, et puis finalement, il ne va pas la voir. Il parle des tableaux de la collection, mais il n'y va pas. Et c'est dommage d'ailleurs, mais disons, ça a été une sorte de... certainement, ça lui aurait énormément plu de voir cette espèce de passion, au fond, pour la peinture, cette monomanie de la peinture. Alors, Henri Roy n'a pas fait que collectionner les tableaux, il a aussi fait des enfants, nombreuses familles, 6, 2 filles d'abord, 4 garçons. Alors on va procéder par ordre, on va peut-être oublier, hélas, les 2 demoiselles, même si elles sont présentes dans la peinture de Degas, et en venir tout de suite peut-être à Ernest, puisque sans Ernest, qui fut non seulement un ami de Paul Valéry, mais un élève de Degas. Degas dans ce dessin n'aurait sans doute pas vu le jour, comme je le rappelais. Et Ernest est une personnalité intéressante. Il va donc épouser Julie Manet, ce qui est très intéressant. C'est un peu des mariages comme on les voit chez les ébénistes du XVIIIe siècle. Hein. Et en tout cas, il y a là, si j'ose dire, une nouvelle branche qui naît de ce mariage. C'est Degas qui va organiser tous les mariages. Ouais. Ce qui est normal, parce qu'il était célibataire, il ne s'est jamais marié, et il adorait organiser des mariages. Et très souvent, ça a été une réussite pour Julie et Ernest, ouais. Mais pour mon grand-père et son frère,
Eugène et Louis, qui ont épousé les deux filles heureuses, ça a été une catastrophe. Et d'ailleurs, en ce qui concerne mon grand-père et ma grand-mère, on disait, mais vous vous rendez compte, de gars, vous croyez que ce mariage, c'est une catastrophe, ils passent leur temps à s'engueuler. Je ne suis pas si mécontent que ça, parce qu'avec leur caractère réciproque, ça aurait fait 2 divorces. Donc vous voyez, mais c'est vrai qu'il aimait organiser les mariages, et pour Eugène, qui avait, disons, on va être un peu, pas trop clair, c'était le meilleur ami de Gide, et il partageait avec Gide des passions, on ne dira pas coupables. Si, elle était quand même un peu coupable, parce que ça s'adressait à des très très jeunes gens, qui aujourd'hui se retourneraient contre eux. Leur aurait valu de sérieux problèmes. Mais disons, pour Eugène, ça a été vraiment une catastrophe. Pour Louis, c'était. Mais enfin, pour Ernest, qui a été son élève, ouais. Ça, avec Julie, ça fait ce qu'on appelle un très bon ménage. Et évidemment, ils appartenaient, c'était formidable, parce que c'était 2 passionnés de peinture, qui étaient issus du monde de la peinture. Ernest peignait, Julie peignait, donc c'était vraiment une association absolument parfaite. Et ils ont eu 3 enfants, donc Denis, Julien et Clément. Et disons, Ernest, c'est vrai, a été décisif, parce que le mariage a eu lieu en même temps que le mariage de Paul Valéry, avec une nièce de Berthe Morisot, Janie Gobillard, que j'ai connue, parce que moi j'ai connu Janie et Julie, qui étaient 2 vieilles dames qui habitaient, Julie habitait au 4e, rue de Villejuste, qui est ensuite devenue la rue Paul Valéry, et au 3e étage habitait Paul Valéry. Et je voyais ces 2 vieilles dames qui partaient un peu goûter, qui partaient enseigner le catéchisme. Voilà. C'était là, et pendant ce temps-là, les petits-enfants faisaient des surbooms à tout casser dans l'atelier d'Ernest. Enfin, je ne vous dis pas tout ce qui se passait, parce que ça serait pas très convenable. Mais en tout cas, il y avait une ambiance, vraiment, c'était ce mélange de religiosité, mais qui correspond bien à la peinture, au fond, à cette famille, à la fois très catholique, mais en même temps, avec une jeunesse exubérante, et qui retrouvait peut-être les frasques de Manet, qui lui aussi ne détestait pas courir les jeunes femmes. Mais en tout cas, Ernest, qui était très, très catholique, qui avec mon grand-père, a reconstitué le tiers-ordre dominicain, avec le père Janvier, donc, eh bien, il a été absolument clé dans l'affaire de la publication de Degas dans ce dessin, puisque il y a d'ailleurs beaucoup de lettres, de mots plutôt, qui sont adressés du 3e au 4e étage, dans lequel Valéry lui dit « redonne-moi du Degas ». Et alors Ernest lui raconte toutes les anecdotes qu'il connaissait sur Degas, sur la fameuse scène comme pouvait faire Degas. Je crois qu'il y avait une scène avec Mallarmé, quand Mallarmé avait fait sa conférence sur Villiers-l'Isle-Adam au rez-de-chaussée, dans l'atelier de Berthe Morisot, parce que Julie n'avait pas voulu habiter dans l'appartement de sa mère, qui était au rez-de-chaussée, qui existe toujours d'ailleurs, qui était une grande pièce, et avec un placard, et elle enfermait, dès qu'elle avait des visiteurs, elle enfermait ses toiles dans le placard pour pas qu'on le voie. Et donc, c'est vrai qu'il y a toutes les anecdotes, beaucoup des anecdotes viennent d'Ernest, et parce que, en fait, la relation entre Degas et Valéry a été une relation un peu plus superficielle, c'est-à-dire ils se sont connus, ils se sont estimés. Et je crois que l'admiration venait surtout de Valéry vis-à-vis de Degas, parce que Valéry, à ce moment-là, avait encore très peu écrit. Il avait écrit l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, qui était un livre très intellectuel, qui n'était peut-être pas forcément dans les idées de Degas, et puis Monsieur Teste. Et disons, il n'y avait pas encore le Valéry immense, avec son œuvre très importante, avec son journal, ses cahiers, ses carnets. Si vous voulez, il n'y avait pas encore le Valéry, qui était en effet un homme qui pendant très longtemps a peu écrit, jusqu'à la Jeune Parc, vous voyez, mais ça, c'est bien plus tard. Donc, mais c'est sûr que le lien entre Ernest et Valéry a été décisif pour la création de ce livre qui montre, je crois, il y a une différence, il y a peut-être
un léger malentendu, mais vous savez, je m'avance sur des œufs, parce que c'est un sujet familial, donc je fais très attention, mais parce que Valéry a une conception très intellectuelle de l'art. C'est un homme, ce qui le passionne, au fond, c'est le mécanisme de la création. Et là, il est génial. Ah, il est génial. Quand il écrit « Un écrivain véritable ne trouve pas ses mots, alors il les cherche, et il trouve mieux ». Bah, vous pouvez vous mettre à genoux, il a tout résumé en une phrase, c'est absolument génial. Quand il écrit « Mon père le soleil, ma mère la mer, mon félin très obscur, et l'autre non amer », vous récitez ça pendant des heures, et ça vous enchante la vie. Quand il écrit à Jean Voilier, sa jeune maîtresse, « Tu étais entre la mort et moi, mais hélas, il paraît que j'étais entre la vie et toi », là aussi, vous mettez à genoux, parce que c'est magnifique, c'est sublime. Donc c'est un homme qui, d'ailleurs, l'a dit un jour, il a dit le plus grand génie n'est pas dans un sonnet, c'est dans l'inventeur du sonnet. C'est-à-dire, c'est vraiment la mécanique intellectuelle qui le passionnait, et c'était plutôt à travers Degas qu'il essayait d'étudier finalement ce mécanisme, comme à travers Léonard de Vinci. Alors évidemment, Léonard de Vinci offrait, évidemment, ayant toutes les passions de Valéry, les passions mécaniques, les passions mathématiques, ça correspondait. Mais on le voit bien parce que dans ses préfaces, que ce soit la préface à Berthe Morisot, on sent que, d'une certaine façon, il reste un peu à la surface. C'est, à mon sens, c'est pas dans ses articles et dans ses préfaces artistiques que Valéry est le meilleur, mais c'est dans ses analyses sur l'histoire, sur tout le reste. Il est absolument exceptionnel. À la différence de Proust, parce que je trouve que Proust a une vision plus sensible. Voilà, il ne cherche pas à faire une analyse en profondeur de la création artistique. Mais là, d'une certaine manière, cette approche cérébrale de l'art convient assez bien à son analyse de Degas dans ce dessin. Je ne voudrais pas m'inscrire dans un débat ou presque un conflit familial, mais comme le montre l'exposition, et Valéry le rappelle dans son texte, il dit « Ce qui est fascinant chez Degas, c'est que l'œuvre chez Degas est le fruit d'une série d'opérations. Une série d'opérations, je crois même qu'il l'écrit en italique. Ce qui veut dire donc que cet artiste convient assez bien à sa propre méthode, qui a la convergence entre un écrivain et un peintre, qui procéderaient de la même manière, l'un dans la littérature, l'autre dans la peinture. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore, enfin, je veux dire, ce livre reste un grand livre, et peut-être l'un des plus beaux jamais écrits sur Degas, l'un des plus fins, je dirais même sur Degas et sur l'évolution de la peinture au début du XXe siècle, car c'est un livre qu'il a écrit entre 1896 et le milieu des années 30, donc c'est un livre qui embrasse un temps assez large et qui le reflète. Il y a là une sorte de convergence historique entre deux méthodes. C'est aussi un livre, malgré tout ce que tout ce que Valéry a écarté du témoignage d'Ernest, nous le savons maintenant, le catalogue l'étudie, puisque votre cousin a réussi à acheter en vente les fameux manuscrits qu'Ernest a confiés à Valéry pour introduire justement un témoignage dans Degas dans ce dessin. Valéry a fait un choix dans ce témoignage, mais ceci est étudié dans le catalogue, donc je glisse. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est peut-être même un des premiers, mais là je parle sous réserve, j'entends Valéry, à dire le goût de Degas pour la littérature, et peut-être les réserves de Degas à l'égard de Mallarmé. Oui, mais il n'était pas le seul. Non. C'est vrai que Mallarmé, même Proust, sur Mallarmé, dit, quand il parle il y a eu un fameux texte sur la clarté, eh bien, c'est vrai que ce qui est visé, c'est l'école de Mallarmé, l'école de l'hermétisme, des Parnassiens. Il y avait une tendance, si vous voulez, à la sophistication artistique à la fin du siècle. Bon. Et qui est manifeste chez Mallarmé. Et moi, j'ai senti dans ma famille, chez mon grand-père Louis, qui était peut-être avec Ernest, un des enfants préférés, un des fils préférés de Degas, bon, avec lequel il y avait une grande correspondance, qui a été le témoin à son mariage,
alors que sa femme, Christine de Rolles, c'était Maurice Denis. Eh bien, c'est vrai qu'il y avait, vis-à-vis de Mallarmé, et ça a été un des premiers grands débats de la NRF, puisque toute l'histoire des débuts de la NRF, ça commence par un article qui éreinte Mallarmé, et à ce moment-là, Gide, qui a bien senti qu'on ne pouvait pas attaquer Mallarmé, que c'était d'une certaine façon il y avait chez Mallarmé, il y avait à la fois une œuvre d'une très grande sophistication qui avait poussé Baudelaire à des excès d'hermétisme, mais en même temps qu'il y avait quelque chose que va reprendre Valéry, ce caractère monastique de la littérature et ce caractère d'absolu de la littérature qu'on voit déjà dans Flaubert. Il y a Flaubert. À partir de Flaubert, on voit un moment où la littérature qui était... Avant, il s'agissait d'écrire de bons livres, de bons romans qui étaient lus. Et puis, avec Flaubert, ça devient une ascèse, ça devient quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et à la fin du siècle, ça devient presque une mystique. Voilà, c'est extrêmement complexe, on va en parler analyser. Oui. Donc, si vous voulez, l'hermétisme, moi je vois mon grand-père, c'est sûr, aimait énormément Verlaine, il aimait énormément Baudelaire, c'était la passion, mais c'est vrai que Mallarmé était considéré comme quelqu'un qui avait poussé l'hermétisme un peu loin. Donc c'était un débat à l'époque, vous savez, mais c'était un débat qui était ouvert, tandis qu'aujourd'hui on ne discute même plus. Vous savez, il y a eu un fameux texte sur le style de Flaubert. Il y avait dans la Nouvelle Revue Française, Thibaudet avait fait un texte en disant pourquoi est-ce que Flaubert écrit-il mal, et on me rendait compte de dire ça dans une revue, et Proust avait répondu en disant en effet, il y a beaucoup de fautes de français chez Flaubert qu'un élève de rhétorique pourrait corriger facilement. Vous voyez, c'était des débats formidables parce qu'il y avait une grande liberté de discussion dans ce cas. Mais c'est vrai que Mallarmé pose un problème artistique. On peut, pourquoi pas, je dirais. Mais Mallarmé était très lié à la peinture, et notamment avec Julie, puisqu'il était le tuteur de Julie. Il lui écrivait un poème chaque année, notamment le fameux poème... des étrennes au fond du Nouvel An, d'une certaine manière. C'est ça, ici, ça y est, je l'en trouve. Ici, l'humble greffier atteste la mélancolie de ne pouvoir orthographier Julie autrement que jolie. Alors, d'ailleurs, le chapitre que vous consacrez à Julie dans Une famille dans l'impressionnisme est l'un des plus beaux, et notamment le moment de sa mort. C'est un grand moment de littérature, de même que la mort de Louis. C'est un grand moment dans votre livre, mais je ne veux pas le dévoiler à ceux qui ne l'ont pas lu. Mais d'une certaine manière, Degas dit aussi, Valéry dit également que Degas, avec sa pratique du sonnet, dans le sillage d'Hérédia d'ailleurs, dans le sillage des Parnassiens et de Baudelaire, de Banville, ceux pour qui le sonnet était la forme la plus disciplinée de la poésie et peut-être la quintessence du goût français, et Valéry finalement prête à Degas un goût pour le sonnet, d'une certaine manière le ramène à travers cette référence au sonnet et à Hérédia, à sa propre discipline d'une certaine manière, hein, la discipline que Valéry développe, déploie dans son écriture. C'est une écriture, vous l'avez dit, à l'os, c'est la 16, pas un mot de trop. En même temps, c'est pas une écriture désincarnée, puisque l'homme, et on va y revenir, ne l'était pas. Vous avez parlé du goût de Louis pour les femmes, mais le goût de Valéry pour les femmes est aussi avéré. Et sa littérature elle-même n'a rien de désincarné. Elle est effectivement concise, elle va à l'essentiel, elle est dans la droite ligne du maître Mallarmé, mais elle n'a rien de sec, voire de desséché. Hein. Et donc on a l'impression que dans Degas dans ce dessin, Valéry continue à converser avec Degas, qui est mort bien plus tôt que lui, hein, puisqu'il se met au fond à écrire le livre vraiment dans les années 30, et tente tout de même de le ramener un peu dans l'orbite de cette écriture comme ça, disciplinée, sinon monastique. Comment vous voyez ça dans le livre, dans Degas dans ce dessin? Oui, je crois que Valéry a été tenté de trouver un Léonard de Vinci vivant. Oui. Voilà.
parce que c'est très joli de parler de Léonard de Vinci, mais enfin, il y a beaucoup de mystères autour de Léonard de Vinci. Tandis que là, il avait un très grand artiste qui était non seulement reconnu dans le milieu familial, mais beaucoup plus largement, un très grand artiste, un artiste austère, avec une très grande exigence de perfection. Et c'est vrai qu'il a été impressionné. Bon, il a été impressionné par l'exigence de sa probité artistique, qui d'ailleurs se retrouve dans le maître de Degas, qui est Ingres. Les carnets d'Ingres montrent en effet que la peinture n'est pas seulement une esthétique, c'est une école morale. C'est une école morale, une exigence. Donc je pense que ça touchait Valéry. Mais sur Degas à Mallarmé, vous savez, il y a le fameux échange. Il y a un jour, il y a Degas qui dit à Mallarmé, parce qu'ils étaient un peu comme chien et chat, hein, ils s'aimaient beaucoup, ils se respectaient, mais en même temps, ils s'envoyaient des flèches. Et un jour, il y a Degas qui dit à Mallarmé, vous savez, je vais écrire des poèmes, des sonnets, parce que j'ai des idées. Et Mallarmé lui dit, vous savez, mon cher Valéry, on n'écrit pas des sonnets avec des idées, mais avec des mots. Voilà. Les sonnets de Degas sont parfois un peu hermétiques. Oui. C'est peut-être pas. Alors, écoutez, il avait tellement de talent en peinture, on ne peut pas demander aussi d'avoir été un génie de la poésie. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a parlé d'Henri, bien sûr, on a parlé d'Ernest et de Julie. Avant de venir à Louis, avant de parler de votre... Puisqu'il nous reste une quinzaine de minutes, vous souhaitiez donner la parole à la salle, il nous reste une quinzaine de minutes avant de le faire. Et avant donc de parler de Louis et de votre père qui était peintre, Augustin, peut-être en venir à Valéry, à ce qu'il représentait dans ce que vous appelez quasiment de mythique dans la famille, et peut-être aussi à sa personnalité qui ne coïncide pas avec, comment dirais-je, l'image sociale d'un académicien. Je ne sais pas très bien quelle est l'image sociale d'un académicien. Je ne sais pas très bien, parce qu'il y a tellement d'académiciens différents. Oui. Dans la famille, en tout cas, c'était très étonnant parce que, comme je l'ai dit, je ne veux pas mythifier ma famille, parce qu'il n'y a rien de pire. Tout le monde trouve qu'elle est une famille exceptionnelle, donc je ne vais pas rajouter. Mais c'est vrai, ce qui avait de sympathique, c'est que dans cette famille, il n'y avait pas de gloriole. D'ailleurs, le jour où Henri Roy obtient la rosette de la Légion d'honneur, il fait une fête chez lui avec Degas et ils se mettent à faire de la gravure. Vous voyez, les honneurs, c'est très bien, mais enfin, ce qui compte quand même, c'est l'art, c'est ce qui est bon. Et dans cette famille, c'est vrai que ce qui avait de sympathique, c'est qu'aussi bien on envoyait des fléchettes sur les tableaux de Manet et de Bertrand Morisot, et en même temps, ces tableaux, ils faisaient partie, ils étaient là. Jamais on disait ça va au tel prix, il faut faire attention, ça coûte très cher. Non, jamais j'ai entendu cette phrase. Et c'était le côté très sympathique. Et Valéry était traité au sein de la famille, c'était absolument normal, vous voyez, parce que un académicien, ça a vaguement une image. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune image, mais autrefois, ça avait encore une petite image. En Corse, moi j'ai remarqué, en Corse, les gens sont traditionnalistes, ça a une certaine valeur. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté ma maison en Corse, il y a un homme qui est venu près de moi, c'était il y a 20 ans, hein, je vous signale. Il est venu près de moi, il m'a dit, monsieur, j'ai un service à vous demander. Comme je venais d'acheter la maison, je dis, oh là, je voudrais n'importe quel service. J'aimerais beaucoup rencontrer votre père. Mon père? Oui, l'académicien. Donc, si vous voulez, et à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu un moment où Valéry, avant la Jeune Parc, était complètement inconnu au bataillon, hein, parce que vraiment, il était où vraiment, on savait pas ce qu'il allait devenir, on savait pas qu'il faisait des carnets, et puis il avait une image uniquement dans le petit milieu intellectuel et littéraire, et puis avec la Jeune Parc, alors est venu, comme il l'a dit, mon obscurité me mit en lumière. et donc, à ce moment-là, il y a la et puis il y a l'Académie française. Alors bon, à ce moment-là, je vous dis, c'était très important, entrer à l'Académie, c'était quelque chose, un grand débat,
Mais dans la famille, c'est vrai, moi, ma mère et ma tante me racontaient comment il les invitait à danser, il leur faisait des plaisanteries, parce qu'elles étaient d'origine espagnole, donc il prenait l'accent espagnol pour leur dire Et c'était un homme extrêmement gai, extrêmement amusant, extrêmement vivant. Enfin bon, c'était un homme. Et puis, dans sa vie privée, c'est vrai que c'est un homme qui aimait les jeunes femmes, donc cette femme Jean Voilier, mais en même temps, tout en conservant vis-à-vis de sa famille, il était toujours là, il n'a jamais manqué un déjeuner avec ses enfants, avec sa famille. Voilà. Donc c'était à la fois un homme avec des tentations tellement humaines, même à l'académie, ça arrive. Jean d'Ormesson, par exemple, a eu certainement des tentations. Il n'y a peut-être pas cédé, mais en tout cas il les a eues. Et moi qui suis maintenant rangé des voitures, parce qu'une fois qu'on rentre à l'académie, c'est un pacte. Plus de scandales, plus de jolies femmes, terminé. Ouais, je conseille à ceux qui n'ont pas lu encore la Jeunesse perdue, puisque là vous en dévoilez des choses. C'est un roman, oui, c'est un roman qui dit vrai, comme dirait l'autre. Alors, venons-en maintenant. Il nous reste quelques minutes avant les questions. Venons-en peut-être à Louis. On en a déjà dit un mot. Donc, époux le rôle, mais une personnalité passionnante, ami de Barès, lié à Bernanos. Donc, une fois de plus, la preuve que la catholicité est une composante importante de cette famille. Quelqu'un qui est d'ailleurs même quasiment dans le prosélytisme religieux, pas nécessairement d'ailleurs un fervent partisan du catholicisme social. Vous en parlez très bien dans votre livre. C'est le moment au début du XXe siècle où justement le monde chrétien se divise sur tout ça. Un éditeur et un homme qui a fait travailler votre père à l'illustration. Alors, est-ce que vous pourriez parler de tout ça rapidement, hélas? Alors, rapidement. Alors, mon grand-père, en effet, est un homme assez baroque, un homme qui était à la fois, et que, bien sûr, j'ai connu, et qui à la fois voulait écrire, il n'a jamais vraiment écrit, il a écrit un petit livre, un petit texte sur Bertrand Rizot, il a écrit beaucoup d'articles dans les journaux, et c'était un homme d'Action française, et évidemment, il a épousé une femme qui, elle, les Leroll, était du côté du catholicisme social, ils étaient Dreyfusards, alors que mon grand-père était très anti-Dreyfusard. Et d'ailleurs, on le voit, il est arrêté par les policiers au moment de la translation des cendres de Zola au Panthéon. Furieux, il veut empêcher la translation des cendres. Alors, dans ma notice dans Wikipédia, on dit que je me suis engagé dans l'affaire Omar Haddad pour faire oublier ces traces de ma famille qui étaient... C'est vrai que moi j'ai toujours considéré que il faut accepter sa famille, c'est toute notre époque, c'est les excès du nationalisme, moi je ne peux jamais partager, moi au contraire, et là je viens de faire une préface au J'accuse de Zola, vous voyez, donc vous voyez à quel point ça, donc je l'accepte complètement. Et c'est vrai qu'avec son épouse, ça faisait un ménage, c'était l'eau et le feu, bien entendu. Mais ça a été un éditeur, en effet, il a édité Jacques Maritain, il a édité Massis, et puis il a édité Claudel, le chemin de croix de Claudel. Mais alors, pour venir à mon père, c'est vrai que mon père Augustin aurait pu, évidemment... C'est pas un prénom anodin. ...être marqué par l'impressionnisme. Et curieusement, dans les portraits qu'il a pu faire, notamment ceux que vous pourrez voir de moi, enfant, puisqu'il a fait... Il choisissait ses modèles, vraiment. Ça, c'est son portrait par Julie Manet. Et donc, c'est vrai qu'il avait hérité de ce côté de Degas, parce que Degas, c'était devenu, si vous voulez, la Bible de la famille. On passait son temps dans les déjeuners, les dîners à citer Degas, les mots de Degas. Alors on disait tantôt, vous savez, le fameux mot de Degas, il a réussi, oui, mais dans quel état? Pour dire que le succès, c'est épouvantable. Moi, j'ai réagi. Moi, je suis devenu un arriviste à cause de ça. Parce que j'en avais assez de dire, oui, la société, il ne faut pas tenir compte de la société, il faut attendre la justice qui viendra plus tard. Là, je dis non, moi, j'ai dit, je vais essayer quand même de jouer le jeu de la société. Voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu trop exagéré dans ce sens-là, parce qu'ils détestaient les académies. Mais alors, vraiment, là, à ce moment-là. Mais les impressionnistes détestaient tout ce qui était académique. Alors, mon père, évidemment, a vécu dans ce climat moral, si vous voulez, très
très influencé par Ingres, par Degas, d'austérité. Il fallait vraiment rester quelqu'un qui vivait dans la peinture. Et il a eu une vie, de ce point de vue-là, très difficile, parce qu'il exposait très peu, et voilà. Et finalement, sa première exposition, c'est moi qui l'ai organisée pour ses 80 ans. Et il ne connaissait personne. Je lui dis, est-ce qu'on invite des critiques? Les gens ne connaissent aucun. Bon. Mais c'était quelqu'un tout à fait... Enfin, c'était le contraire de moi, quoi. C'était pas... Il ne serait jamais venu ici sur une scène pour parler à un public choisi comme ici. Donc, mais en même temps, c'est vrai que c'était l'héritage de cette probité qu'on retrouvait chez Ernest, qu'on retrouvait chez Julie, dans cette famille qui était quelque chose de... voilà. Ces valeurs morales associées aux valeurs artistiques. Et avec la marque, évidemment, de Maurice Denis, qui a joué un très grand rôle, à la fois pour mon père et pour toute la famille. Puisqu'il était le rôle par ailleurs. Il était à la fois roi et le rôle, votre père. Donc il y avait finalement, ça descendait comme dans les grandes familles des deux côtés. La peinture. D'ailleurs, on pense, quand on voit sa peinture, puisque vous avez édité également les œuvres d'Augustin, on pense effectivement au modèle de Denis, autant qu'à Degas. Je veux dire, tout converge au fond dans l'art d'Augustin. Il y a quand même un critique qui s'est intéressé à lui très tôt, c'était Valdemar Georges. Oui, Valdemar Georges qui m'est très cher et qui avait perçu l'intérêt d'Augustin. Une de ses premières expositions. D'ailleurs, vous consacrez à Augustin un chapitre très drôle, puisque vous dites que vous aviez finalement le rôle du père à l'égard de votre propre père qui se comportait en enfant c'est terrible. Et qui vous a au fond aussi donné une grande liberté. Oui, et puis il a aimé, au fond, c'était un homme absolument merveilleux, mais c'était un enfant, parce qu'un jour, quand j'étais... on ne vous a pas dit dans ma présentation que j'étais complètement nul en classe. Mais tellement nul qu'on me prenait pour un débile mental. Et à un moment, il y a un des directeurs de collège qui a dit, vous savez, on ne pourra rien en faire dans le domaine intellectuel, il faudrait le mettre en apprentissage. Il faudrait peut-être qu'il travaille le bois. Et mon père dit le bois, mais c'est formidable. C'est la famille. On va revenir à Jacob des Maltaires, il va faire des meubles. Ça sera très bien, on a besoin de meubles dans la maison. Et il m'a annoncé ça. Je l'ai regardé. J'ai dit, il est complètement ma boule. Moi, ce que je veux, c'est faire normal supérieur, je veux faire des grandes études, agrégé de lettres. Moi aussi, j'étais un peu ma boule dans mon genre. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un enfant. Et c'est moi le père, je lui dis pas question, je ferai des études. Alors, j'ai continué, évidemment, j'ai fait des études catastrophiques, puisque j'ai raté 2 fois mon premier bac, j'ai raté mon deuxième bac, enfin, je m'ai mis 5 ans pour un bac. Ensuite, j'ai raté ma première année de droit, faut le faire, c'est ce qu'il y a de plus nul, la première année de droit, et même ma première année de lettres. Alors, je suis devenu journaliste, mais là, on vous demande rien. Vous pouvez dire toutes les conneries que vous voudrez. Quand vous êtes journaliste, on vous dit bravo, c'est formidable. Pardon, c'était une diversion, mais si vous voulez, ce père était merveilleux, mais il n'était pas dans la réalité, ce qui m'a fait tomber, moi, très tôt dans la réalité, voilà, en étant le père de mon père. Voilà. Bon, il me revient de vous remercier au nom du musée, au nom de sa directrice, puis au nom de nous tous pour ces propos échangés librement et plein de vie. Merci au service culturel d'avoir organisé tout ça. Et merci à vous, cher Jean-Marie.